Un point généralement admis par tous est que la sanction doit être aussi rapprochée que possible de la faute. On vous dira que c'est vrai pour les enfants, par exemple. Si vous punissez un enfant 6 mois après qu'il a eu une mauvaise note en classe, ça n'aura pas un effet très fort. L'idéal, c'est que la sanction vienne le plus près possible après la faute. Pour le chien, il y a un autre argument qui est que si la faute est trop éloignée dans le temps, le chien n'en a plus la mémoire, il n'est donc pas capable de l'associer à une sanction naturelle, actuelle. Prenons un exemple. Vous rentrez chez vous, le chien a tout démoli dans l'appartement. On vous dira, beaucoup de gens vous diront, ah mais vous ne devez pas le remarquer, vous ne devez pas faire semblant de le voir, parce que le chien ne réalise pas du tout, il ne se rappelle pas qu'il a fait des désagréments dans l'appartement, il ne comprendra pas que vous le lui reprochiez d'une façon ou d'une autre. Ceci est à mon avis très discutable. Il y a un cas où c'est pas vrai. C'est le cas des empoisonnements. On observe par exemple que les loups qui ingèrent des nourritures mauvaises pour eux n'en sont absolument pas incommodés sur le champ, sinon ils n'ingéreraient pas. Donc on a comme ceci dégoûté des coyotes d'attaquer aux États-Unis des moutons, on versait dans les cadavres des moutons des poisons. Le coyote mangeait le mouton allègrement. Et sur le moment, il n'avait aucun inconvénient. Et les inconvénients ne se manifestent que de longues heures plus tard. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que, sans erreur, les désagréments qui ont été apportés par la nourriture consommée, l'animal fait le lien. L'animal ne s'y trompe pas, même s'il y a eu entre la consommation de la viande de mauvaise qualité et la maladie, enfin le fait de souffrir, eh bien l'animal fait tout à fait le rapprochement. Il ne s'y trompe pas. Ça va même beaucoup plus loin. On s'est aperçu que les coyotes, eh bien, lorsqu'ils ont affaire à de nouvelles nourritures comme cela qu'ils ne connaissent pas, ils désignent l'un d'entre eux pour absorber cette nourriture. Et les autres n'y goûtent pas. S'il n'y a pas d'ennui le coup suivant, tous les coyotes vont goûter, mais si l'animal montre qu'il a été malade, eh bien tous les coyotes sont en quelque sorte guéris de s'attaquer aux moutons par la suite. Donc voyez-vous, il y a bien, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas concomitance entre la sanction, qui est le mal de ventre, et la faute, qui est d'attaquer le mouton. Il y a un décalage, et pourtant l'animal comprend parfaitement. Le vrai problème, ce n'est donc pas la capacité de mémoire du chien, car bien souvent, on se trompe complètement, les chiens ont une excellente mémoire, et quelquefois bien meilleure que la nôtre. Mais le problème n'est pas là, le problème est que dans ce genre de circonstances, nous avons une forme d'incapacité à nous expliquer clairement ou à nous faire comprendre. Nous n'arrivons pas bien à faire comprendre au chien ce que nous lui reprochons. Et donc, c'est ça que le chien ne comprend pas. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas concomitance entre la faute et la sanction, c'est le fait que nous ne sachions pas expliquer que la sanction est le résultat d'un comportement que nous ne souhaitons pas. Donc l'animal est doté d'une certaine forme de mémoire, et ce n'est pas vrai qu'on ne puisse le comprendre que dans le cas du flagrant délit. Mais la difficulté, c'est encore une fois de nous faire comprendre, de nous expliquer. C'est nous qui ne savons pas toujours nous faire comprendre. Et c'est pourquoi, malgré tout, pour éviter les malentendus, eh bien, il est quand même plus habile et plus sûr de préférer le flagrant délit. C'est ce qui va dicter notre ligne de conduite. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes persuadés que l'animal ne se rappellerait pas des fautes qu'il commet, c'est parce que nous savons que nous sommes relativement impuissants à nous expliquer en temps et en lieu. Les explications a posteriori sont toujours plus difficiles. Et le plus raisonnable, c'est vrai, c'est d'attendre le flagrant délit, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'explications à donner.
En revanche, plus tard, si on n'est pas dans le cas d'un flagrant délit, si on est obligé d'intervenir a posteriori, eh bien, notre conduite doit être plus nuancée et on peut ne pas nécessairement punir, parce que effectivement, par exemple, le chien vous a abîmé quelque chose dans votre appartement pendant que vous n'étiez pas là, vous rentrez et il n'y a plus de flagrant délit. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pouvez ne rien faire? C'est ce que vous diront beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas vrai, mais que notre conduite, dans ces cas-là, doit être plus nuancée. On peut non pas punir, mais tenter de bouder un comportement fautif. Si, lorsque le chien vous a détruit quelque chose, vous passez un certain temps à le bouder, vous vous occupez plus de lui, vous le boudez, eh bien, il y a beaucoup de chances, et l'expérience le montre, que notre partenaire en tire beaucoup de bonnes conclusions, beaucoup plus que nous ne le croyons. La capacité de manifester au chien que nous boudons, que nous sommes mécontents, eh bien, est beaucoup plus efficace que tout ce que nous pouvons croire, et c'est donc une excellente technique. On ne punit pas, mais on boude. On fait comprendre que on n'est pas content. Le chien est beaucoup plus malin qu'on le croit, et il comprend parfaitement, ou en tout cas dans bien des cas il comprend, qu'il a mal agi, et que ce comportement qu'il a eu ne nous plaît pas.